Comme expliqué avant, les méthodes de classification automatique, ils vont tenter de regrouper les individus qui sont similaires ou qui sont peu dissimilaires. Il est donc nécessaire d'être capable de mesurer le caractère semblable ou différent entre deux individus. C'est-à-dire, en utilisant les valeurs observées des différentes variables, on veut déterminer quels individus sont le plus semblables et quels individus sont le plus différents. Les algorithmes de classification automatique sont normalement définis pour des variables quantitatives. Donc, s'il y a des variables qualitatives dans notre base de données, on doit les transformer en variables binaires. Il existe de nombreuses propositions pour des mesures de dissimilarité et ou de similarité, et vous pouvez trouver en chapitre 10 du livre de référence un nombre de ces mesures. Une option très naturelle de caractériser la similarité ou dissimilarité est d'utiliser des distances. Une distance, dans le sens mathématique, est une fonction qui vérifie trois propriétés. D'abord, il y a la symétrie, donc la distance entre x et y est la même que la distance entre y et x. Il y a la séparation, c'est-à-dire quand la distance entre deux observations est égale à 0, ça veut dire que les deux observations doivent nécessairement être les mêmes. Et finalement, il y a l'inégalité triangulaire, donc la distance entre deux observations, x et y, est toujours plus petite que la distance entre x et z plus la distance entre z et y. Mais une mesure de dissimilarité peut être moins stricte que ça. Ce qu'on a besoin, c'est la symétrie, donc on doit toujours avoir que la distance entre x et y est la distance entre y et x, mais les autres propriétés, on peut détendre. D'abord, une mesure de dissimilarité ne doit pas vérifier l'inégalité triangulaire, et en plus, on n'a pas besoin de séparation si stricte. On doit seulement avoir que la distance entre x et x est toujours égale à 0. Donc si on compare deux fois le même objet, à ce moment-là, la distance doit être 0. Par conséquent, chaque distance mathématique va constituer une mesure de dissimilarité, mais pas chaque mesure de dissimilarité est aussi une distance. Les distances les plus connues sont la distance euclidienne et la distance Manhattan. Pour x et y, deux vecteurs de dimension p, donc x est égal à x1 jusqu'à xp, y est y1 jusqu'à xp, la distance euclidienne est calculée comme la racine carrée de la somme des carrés des écarts. Tandis que pour la distance Manhattan, on utilise la valeur absolue des écarts. C'est facile à voir la différence en définition mathématique, mais quelle est la géométrie sous-jacente du problème? Pour simplicité, disons que nous regardons à partir de l'origine du plan. Donc on se met à l'origine et après on va voir où se trouvent les observations, où se trouvent les points à une certaine distance de l'origine. Tous les points qui se trouvent à une distance égale à 2,8 de l'origine se trouvent sur le cercle rouge. Cette propriété est facile à vérifier. Prenons la distance euclidienne entre l'origine et un certain point x1, x2. La distance euclidienne est définie comme la racine carrée de la somme x1 moins 0 carré plus x2 moins 0 carré. Si maintenant on dit que la distance est constante est toujours égale à 2,8, on voit que x1 moins 0 carré plus x2 moins 0 carré est égal à 2,8 carré. Cette équation est clairement un cercle avec centre l'origine et rayon 2,8. Par contre, si on fait la même chose pour la distance Manhattan, donc on va chercher tous les points avec une distance Manhattan égale à 2,8, on trouve le losange en bleu. Donc géométriquement, des distances euclidiennes vont définir des cercles, les distances Manhattan vont définir des losanges. Retournons maintenant aux données. Disons qu'on veut calculer la distance entre le site 29 et le site 30 basée sur les caractéristiques environnementales.
Et disons qu'on va utiliser la distance euclidienne. Pour calculer cette distance, on prend donc les écarts entre les observations pour chaque variable. Donc on prend la profondeur S29 moins la profondeur S30. On prend le carré. On ajoute le carré de la différence de pollution et le carré de la différence de température. Ce calcul nous donne une distance de 48,17. Ce que nous voyons ici est que la contribution de la variable depth, donc la profondeur, est démesurée par rapport aux autres. À cause de l'unité et la variabilité large, la variable depth aura une plus grande influence sur la distance que les deux autres variables. Pour résoudre ce problème, on doit donc standardiser les données. On doit standardiser, donc on doit soustraire la moyenne et diviser par l'écart type. Après standardisation, on obtient des variables qui sont maintenant comparables, des variables sans unité. Pour notre exemple, les valeurs standardisées sont celles notées sur le slide. Et si maintenant on recalcule la distance euclidienne, on trouve que la distance est 3,639. Dans ce calcul, à cause de standardisation, l'influence de chaque variable est comparable. Il est donc très important de retenir de standardiser les données si on veut utiliser une distance comme mesure de dissimilarité. Une mesure de dissimilarité qui est très populaire en biologie est la dissimilarité Bray-Curtis. Cette dissimilarité est utilisée quand on veut mesurer l'écart entre les abondances d'espèces, donc on veut mesurer entre des comptages. Pour utiliser la dissimilarité Bray-Curtis, les valeurs doivent donc être des comptes des observations. L'hypothèse sous-jacente est que tous les échantillons collectés sont de la même importance. Regardons deux sites I et G. Appelons le nombre d'espèces de type K dénombrées sur le site I NIK. Donc NIK, c'est le nombre de l'espèce K sur le site I. La dissimilarité Bray-Curtis est alors définie comme la somme sur toutes les espèces des écarts en valeur absolue entre le nombre d'espèces sur site I et site G, divisé par la somme totale des espèces sur la site I plus la somme totale des espèces sur la site G. Pour le rendre plus clair, prenons cet exemple simple. On regarde deux sites, site 1 et site 2, et on va examiner trois espèces, l'espèce 1, l'espèce 2 et l'espèce 3. On a compté le nombre d'espèces par site, et si maintenant on fait la somme par colonne, on trouve le nombre total d'espèces par site. Pour calculer la dissimilarité Bray-Curtis, on fait maintenant la différence par ligne, c'est-à-dire on regarde la différence entre les deux sites par espèce. Après, on prend la valeur absolue de cette différence, on fait la somme de toutes ces différences, et après on divise par la somme des deux nombres en rouge. Il est possible de vérifier que ces valeurs de dissimilarité sont toujours entre 0 et 1. Les cas extrêmes, donc les cas 0 et 1, correspondent au fait que tous les comptages sont identiques ou que les deux sites sont complètement disjoints. Souvent, la dissimilarité est aussi multipliée par 100. Retournons maintenant à l'exemple. On regarde de nouveau site 29 et site 30. On a les comptages pour A, B, C, D et E et on veut calculer la dissimilarité de Bray-Curtis pour ces deux sites. Pour le site 29, on a observé un total de 26. Pour site 30, il y a 85 observations. Pour calculer la dissimilarité, on fait donc la différence entre la première ligne et la deuxième ligne. On prend la valeur absolue de cette différence et on divise par 26 plus 85. Cela nous donne une valeur de 0,568. Comment les deux distances se rapportent-elles? Donc si on fait le calcul pour la dissimilarité Bray-Curtis pour chaque paire de sites, et pour chaque paire de sites, on calcule aussi la distance euclidienne, on trouve ce nuage de dispersion. Dans ce graphique, chaque point correspond à un paire de sites, un site I plus un site G, qui sont comparés en dissimilarité Bray-Curtis, qui est exprimée sur l'axe horizontal,
et en distance euclidienne qui est exprimée sur l'axe vertical. Ce que nous pouvons observer est qu'il n'y a pas de relation entre la dissimilarité Bray-Curtis et la distance euclidienne. Pour par exemple une dissimilarité de Bray-Curtis haute, on trouve les distances euclidiennes qui sont bas ou hautes. Le fait qu'une des deux distances est grande ne garantit donc pas que l'autre est grande aussi. Cela implique que la similarité et donc aussi le groupement des observations va dépendre de la mesure de dissimilarité qu'on utilise. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est pour des variables quantitatives. Mais comment utiliser, comment incorporer des variables qualitatives? De nouveau, il existe une pléthore de propositions dans la littérature. Mais, dans la plupart de ces cas, la première étape est toujours utiliser un encodage binaire pour chaque modalité. Par exemple, la variable sédiment a 3 modalités, S, C et G. On va dans ce cas remplacer ce variable sédiment par 3 variables, disons la variable S, la variable C et la variable G, qui ont une valeur 1 ou 0, dépendant de la valeur de la variable sédiment. Si la variable sédiment était S, la nouvelle variable S aura comme valeur 1 et les autres seront 0. Si sédiment était G, G sera égal à 1 et S et C seront égales à 0. Ensuite, on pourrait utiliser une simple distance euclidienne au carré. On sait que chaque variable binaire peut avoir que 2 valeurs, 0 ou 1. Si la valeur est la même pour individu I et individu G, la différence est égale à 0. Si pour les deux individus, la valeur est différente, on trouve une différence de 1. À ce moment, la distance euclidienne au carré va correspondre au nombre de variables pour lesquelles les deux individus vont prendre des valeurs différentes. Cela donc crée une dissimilarité basée sur le nombre de variables pour lesquelles les valeurs ne sont pas les mêmes. Une autre option pour une mesure de dissimilarité va partir de la création de la table de contingence. On regarde un couple d'individus, donc I et K, et on va regarder combien de fois il y a des concordances et combien de fois il y a des discordances. Donc on va compter combien de fois il y a un résultat 0, 0 ou 1, 1, ce sont les concordances, ou il y a un résultat 0, 1 ou 1, 0, ce sont les discordances. On fait ce comptage sur le nombre de variables, donc sur le nombre des colonnes dans la base de données, et on a donc une table de contingence A, B, C, D, avec A plus B plus C plus D égale au nombre de colonnes de la base de données, mais la base de données qui contient les variables binaires. Donc on a changé les variables qualitatives en variables binaires et on va compter avec les variables binaires. Avec ces valeurs de concordance et de discordance, il existe de nombreux indices de similarité. Pour un aperçu de quelques indices de similarité, reportez-vous au livre de référence et au script R. Donc pour préparer la base de données pour une classification automatique, commençons par transformer les variables qualitatives en variables binaires. Après, si vous voyez que les ordres de grandeur des variables sont très différents, on va standardiser les variables. Et finalement, on doit choisir une mesure de distance. Classiquement, on choisira la distance euclidienne. À partir de cette décision, on va construire une matrice des distances. C'est-à-dire, on va calculer les distances entre chaque couple des individus et on va le mettre dans une matrice. Et cette matrice de distance va être le point de départ pour les algorithmes de classification automatique. Retournons maintenant à l'exemple. Pour les variables environnementales, on a créé ici la matrice de distance pour les 10 derniers sites. On a transformé la variable catégorique en variable binaire et après on a calculé la distance euclidienne, laquelle on a mis dans la matrice. Par définition de la mesure de dissimilarité, cette matrice sera toujours symétrique. En plus, les distances sur la diagonale sont toujours égales à 0. Il donc suffit de seulement calculer la moitié de la matrice. Mais,
Comme on a noté précédemment, il y a de grandes différences entre les valeurs. C'est à cause de l'unité de la variable profondeur et les variabilités qui sont assez différentes. Il faut donc d'abord standardiser les observations et après calculer la distance euclidienne sur ces valeurs standardisées. Pour les variables d'abondance, donc les variables qui comptent le nombre d'espèces par site, on peut faire quelque chose pareil, mais ici, on a fait le calcul en utilisant la distance de Bray-Curtis.